toujours, c'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission, le débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Pour ce numéro, il sera question de parler de l'implication de la jeunesse dans la promotion de la bonne gouvernance et du rôle des jeunes comme acteurs clés de développement. Les jeunes Africains jouent un rôle prépondérant dans les processus démocratiques du continent, ce à travers la co-construction de solutions pour la prévention et la résolution des conflits. Cette jeunesse, qui constitue plus de la moitié de la population africaine, contribue aussi à la promotion de la bonne gouvernance au niveau local, au niveau national, au niveau continental et même au niveau international, ce qui passe également par le développement de différentes stratégies. Quelle implication de la jeunesse dans la promotion de la bonne gouvernance en Afrique? Comment mieux outiller les jeunes Africains à travers des programmes d'éducation et la formation à la citoyenneté, au leadership et à la promotion de la paix, le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, il sera question de parler de jeunes comme acteurs de développement. Ces jeunes Africains constituent des forces de proposition et d'innovation face aux défis actuels auxquels font face leur pays. C'est d'ailleurs ce qui justifie que plusieurs initiatives soient développées dans leur pays aujourd'hui afin de booster leur potentiel et de donner le meilleur de ces jeunes-là. Ainsi, l'autonomisation de cette jeunesse africaine en fait des moteurs de développement et des agents du changement. Par quel mécanisme assurer l'autonomisation des jeunes en Afrique? Comment cette autonomisation peut contribuer à faire des jeunes des acteurs clés du changement? Le développement en seconde partie du débrief. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Ibrahima Kamara, vous êtes journaliste, analyste politique également et aussi spécialisé en relations internationales. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Daouda. C'est un plaisir de vous rejoindre encore une fois sur le plateau du débrief. Et un plaisir partagé, Ibrahima. En face de vous, vous avez Ndeye Khady Ndiaye. Ndeye Khady est consultante en développement, également commissaire paix et sécurité au commissaire paix et sécurité à la Commission africaine plutôt pour la jeunesse, Youth African Commission. Merci beaucoup Ndeye Khady d'avoir bien voulu répondre présente également à notre invitation. Merci Daouda, merci pour l'invitation et c'est un plaisir de partager cette plateau avec M. Kamara. Et plaisir partagé également. Je reste d'ailleurs avec vous. Quelle lecture est-ce que vous faites de ce rôle joué par les jeunes aujourd'hui dans la promotion de la démocratie et de l'état de droit sur le continent? Ok, merci beaucoup Daouda. Comme nous tous nous le savons, au niveau de l'Afrique, il y a plus de 60% de la population qui ont moins de 25 ans, qui est un poids lourd, comme certains le disent, mais qui est un poids extrêmement important pour le développement du continent. Au-delà de ça, laissez-moi revenir sur l'état de droit, qui est un principe qui garantit la transparence, le respect des droits des sociétés, qui fait que, avec le fait qu'en Afrique, il y a une démographie aussi lourde avec la jeunesse. Donc, la jeunesse, la gouvernance ne peut pas se faire sans la jeunesse africaine. Ce qui fait que nous avons des différentes étapes d'implication pour la gouvernance ou de surveillance pour la bonne gouvernance dans nos différents pays, comme qu'on voit lorsqu'on avait des problèmes. On peut parler même récemment de notre pays au Sénégal. Tout à fait. Pour l'arrivée du nouveau régime. La jeunesse s'était engagée à travers les réseaux sociaux pour dire non à la troisième mandat, pour préserver la bonne gouvernance que toute la population sénégalaise voulait. Et même dans d'autres pays, au niveau du Ghana, il y a des jeunes qui ont fait des initiatives de transparence pour mettre avec la technologie des plateformes pour permettre au gouvernement de mesurer la corruption. Donc ces jeunes sont là. Au-delà de ça, il y a l'engagement citoyen qu'on voit partout dans le continent, où la jeunesse fait un poids aussi lourd pour faire face à la gouvernance de nos différents pays et de dire au niveau de la société, voilà ce qu'on veut pour la gouvernance de notre pays. Et j'aimerais qu'on reste même sur ce point que vous êtes en train de développer. Comment aujourd'hui ces différentes initiatives que vous avez rappelées, vous avez donné l'exemple du Ghana, du Sénégal et d'autres pays, comment de telles initiatives, ces différentes initiatives-là peuvent permettre de mieux faire entendre aujourd'hui les voix des jeunes ainsi que leurs revendications par les gouvernants?
Donc, à travers ces initiatives, ça permet à la jeunesse de renforcer leur capacité. Ça permet à la jeunesse de renforcer leur confiance en soi. Parce qu'on sait que au niveau de nos pays, la jeunesse est mal, si je peux dire, n'est pas considérée dans le domaine de la politique. Donc, le fait d'être engagé dans ces initiatives associatives ou politiques permet à la jeunesse de renforcer ses capacités, permet à la jeunesse de faire une bonne représentation, une bonne participation. Parce que c'est essentiel la participation de la jeunesse, parce que quand la jeunesse ne participe pas, il ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Parce qu'il ne pourra pas être dans ces moments de décision ou de dire ou de parler au nom de la jeunesse. C'est pour ça l'ensemble des jeunes actuellement au niveau du continent essaient de mettre des initiatives. Et il y a des initiatives qui sont là, qui sont au-delà des pays, qui sont comme nous au niveau de notre organisation African Youth Commission, qui regroupe des pays. Et nous, on essaie de travailler sur la synergie d'action des jeunes au niveau continental. Dans différents points, au domaine changement climatique, paix et sécurité, gouvernance, ainsi de suite, pour renforcer le poids de la jeunesse au niveau continental. Bien vrai qu'au niveau de l'Union africaine, ils essaient de faire depuis 2019, avec leur rapport sur la gouvernance, inciter les États de développer leur gouvernance dans 5 points, dont l'état de droit est dedans. Donc, c'est à travers ces initiatives que l'Union africaine a fait après le plaidoyer des jeunes, parce que les initiatives des jeunes étaient là avant 2019. Donc, c'est des points qui font que la jeunesse essaie encore une fois de développer. Et on voit que ce plaidoyer des jeunes dont vous parlez a donné en tout cas certains résultats, a permis des avancées, surtout au niveau de l'Union africaine. Et je reviendrai tout à l'heure avec vous sur les synergies. Je reviendrai tout à l'heure avec vous. On va davantage développer sur les synergies dont vous avez parlé tout à l'heure, au niveau de votre structure également, qui est la Commission africaine de la jeunesse. Et Ibrahima, j'en viens à vous. Selon vous, les jeunes sont-ils conscients aujourd'hui de ce poids qu'ils représentent et l'impact que peut avoir ce poids démographique aujourd'hui sur la prise de décision? Bien sûr que les jeunes en sont bel et bien conscients, Daouda. Madame Ndiaye l'a tantôt souligné. Ce qui reste, c'est tout simplement des politiques publiques adaptées aux opportunités qu'ils doivent offrir aux jeunes. Aujourd'hui, la moyenne d'âge en Afrique est de 19 ans. Donc nous avons un continent qui a la plus grande jeunesse en tout cas du monde et qui demande plus que ça pour développer son pays, pour développer son continent. Et les jeunes, à les entendre, à les écouter, vous comprenez parfaitement qu'ils ont soif d'une mutation profonde afin de leur permettre de participer aux décisions, d'être au cœur du développement de leur continent. Malheureusement, les choses tardent vraiment à se concrétiser au plus haut niveau. On a du mal à avoir dans certains pays africains une mutation ou alors des changements générationnels au niveau politique. On voit les mêmes têtes depuis les indépendances. On se rend compte que les mêmes structures sont dirigées par les vieilles personnes qui ont vraiment duré. Même à la retraite, ils s'accrochent encore. Et ces jeunes-là n'auront d'autre choix que de frapper à la porte, que de participer à ce qu'on appelle les changements profonds. Et Daouda, retenons que toutes les grandes mutations ou toutes les grandes révolutions de ce monde, depuis que le monde est monde, ont été portées par des jeunes, à commencer par la religion de l'islam. Le prophète Mohammed était entouré que de jeunes qui ont su porter ce projet et l'amener à bon escient là où ils ont voulu l'amener aujourd'hui. Et à l'instar des autres révolutions du monde, à l'instar de ce qu'on voit au Sénégal ou ailleurs dans le monde, ce sont les jeunes qui sont au premier plan. Et cette frange de la population, on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas l'oublier et le mettre à côté pour prétendre faire développer le monde. Donc, et justement, comment accroître aujourd'hui la participation de cette frange de la population qui représente la plus grande partie? Comment accroître sa participation aux instances de prise de décision? Il faut une approche inclusive, Daouda. L'approche doit être inclusive. Souvenons-nous que j'ai l'habitude de remonter un peu à l'histoire. C'est important pour nous. On a connu le plus jeune Damel du Cayor, qui est la personne qui a le plus marqué l'histoire du Cayor. Ladjor Ngoné Latyr Diop, il avait 25 ans quand il dirigeait le Cayor et le Bawol de main de maître.
et il l'a dirigé de manière extraordinaire. Le monde entier continue encore de parler de lui. Retenons aussi que quand Soundiata Keïta a fondé l'Empire du Mali, il était très jeune encore. Il a fallu qu'il combat Soumaoro Kanté, qui avait l'âge de son père, d'ailleurs, pour mettre en place cet empire et bâtir la première constitution du monde, le Kouroukan-Fougan, la charte du Mandé. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Les jeunes ont longtemps marqué leur lettre de noblesse dans le landerneau politique, social, économique de l'Afrique. Malheureusement, nous avons tendance à copier des modèles exogènes qui sont incompatibles avec nos réalités socioculturelles. On pense que l'Occident a les meilleures idées, l'Occident a les meilleures approches et on oublie que personne ne peut se développer avec le modèle de l'autre. Nous avons des modèles qu'on doit mettre en avant. Mais au vu de ce que vous venez de développer, Ibrahim, est-ce qu'il ne revient pas donc aux jeunes de prendre en tout cas cette place qui leur revient de droit plutôt que de toujours attendre aujourd'hui qu'on le leur donne? Les jeunes jouent bien ce rôle, hein, Daouda. Les jeunes jouent très bien ce rôle. D'ailleurs, regardez ce gouvernement actuel du Sénégal. Il n'y a que des jeunes de 30, moins de 40 ans qui sont dans ce gouvernement actuel. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Vous le voyez au concert des nations. Tout le monde a les yeux braqués sur lui. Le monde entier dit, mais le président sénégalais, il est jeune. Et il le compare même à d'autres présidents africains qui sont là avant sa naissance même. Et donc, les jeunes sont en train de s'affirmer. L'importance et ce qui reste à faire, c'est vraiment que nos dirigeants renouvellent les instances. Il faut qu'on ait cette habitude-là de renouveler les instances, de faire de la place aux jeunes, de leur permettre de s'épanouir, de leur permettre d'être au centre des décisions. Le Nigeria a fait un effort extraordinaire en consacrant 30% aux emplois fédéraux, aux jeunes et aux femmes. Une approche inclusive extraordinaire qui permettra aux jeunes aussi de se retrouver aux sphères des décisions et donc d'être très bien représentés et de pouvoir vraiment prendre les bonnes décisions. D'ailleurs, par rapport à l'exemple du Nigeria sur les 30%, au Sénégal également, certaines organisations de jeunes de la société civile travaillent également sur cela. Il y a un avant-projet de loi sur lequel ils travaillent depuis plusieurs années et ils espèrent en tout cas que cette assemblée l'adoptera pour octroyer 30% aujourd'hui de sièges au niveau des postes de décision. C'est ça, on espère. À des jeunes. Il faut que ça évite aussi, Daouda. Également. Et tout à l'heure, il y a Ndeye Khady qui parlait également de la synergie d'action entre les organisations de jeunes, surtout au sein de Youth African Commission. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui aller vers cette synergie-là? On voit sur le continent beaucoup d'initiatives, beaucoup d'organisations de jeunes travaillent de façon disparate et séparée, et des fois même sur les mêmes thématiques. Aujourd'hui, comment la synergie de ces actions peut permettre d'avoir plus d'impact et mieux aujourd'hui porter la voix de ces jeunes-là du continent? Ok, Moussa, moi je vais revenir sur ce que M. Kamara a dit. Donner la place à la jeunesse. Remplacer les instances de décision. C'est extrêmement important. Donc le but de cette synergie des jeunes est dans cette optique. Permettre à l'ensemble de coordonner les activités qu'ils font au niveau du pays et au niveau continental. Permettre de relever les jeunes qui sont dans certains pays et qui pourront porter des projets de grande envergure au niveau continental. Donc ça, c'est le but de toutes les organisations, de notre organisation et toutes les autres organisations qui sont au niveau continental. Et on travaille en synergie selon les thématiques. Donc nous au Sénégal actuellement on peut dire nous sommes dans l'optique où nous sommes sur les étapes de mettre en place l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Et nous ne sommes pas le premier pays. Il y avait le Nigeria et autres. Mais c'est grave. Les consultations sont présentement en cours pour l'élaboration du plan d'action national. Oui, donc comme vous le savez très bien, c'est en cours et partout on a fait des consultations en ligne et dans différentes régions du Sénégal. Mais c'est important que les États puissent accompagner, renforcer. On remercie le ministère et le bailleur qui soutient, tous les bailleurs qui soutiennent cet agenda. Le PNUD plus particulièrement, le programme des Nations Unies pour le PNUD est là. Depuis le début, c'est lui qui a accompagné. Depuis quand on parle de cet agenda, c'est lui qui a accompagné avec les autres partenaires qui arrivent. Et l'ouverture du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture aussi, pour ne pas dire, parce qu'eux, ils étaient là. Mais c'est important que cet agenda puisse mettre à jour et au-delà de ça, la mise en place, la mise en œuvre de l'agenda est extrêmement importante parce que rédiger c'est bon,
mais mettre en place, et la mise en œuvre de cet agenda passe aujourd'hui par l'élaboration de ces plans d'action nationaux et surtout octroyer un budget et un financement à ces plans d'action nationaux pour permettre aujourd'hui à ces organisations de jeunes surtout de pouvoir dérouler et mener à bien leur mission. Et Ndeye Khady, je rappelle que vous êtes consultante en développement et commissaire paix et sécurité à la Youth African Commission, la Commission africaine de la jeunesse. Quelles actions aujourd'hui mène votre commission, surtout pour une meilleure prise en compte des priorités des jeunes africains, puisque c'est une organisation continentale? Ok. Nous, au niveau de l'organisation, on essaie de permettre aux jeunes de participer. Récemment, je viens de l'Éthiopie avec le sommet africain pour le climat 2, où notre organisation, avec ses partenaires, a pu regrouper 50 jeunes venus de différents pays qui étaient là-bas presque une semaine pour parler d'un seul voix africain. Et on était en collaboration avec d'autres organisations du continent qui travaillent sur les questions du changement climatique. Au-delà de ça, moi je suis commissaire paix et sécurité et nous avons des voyages, nous avons des débats, nous avons des renforcements de capacités avec d'autres jeunes ou d'autres pairs qui étaient dans le domaine. Et nous collaborons avec l'Union africaine qui est souvent, depuis notre mise en place, derrière nous et de nous accompagner sur différentes thématiques au niveau continental. Parce que c'est vrai, nous, on a des synergies, mais aussi il y a des bailleurs, il y a des partenaires derrière nous qui nous accompagnent pour permettre au niveau continental de donner plus de valeur, plus de participation des jeunes hommes et des jeunes femmes. Et d'ailleurs, c'était l'objet de votre mission, la mission dont vous avez parlé tout à l'heure à Addis Abeba, à l'occasion du deuxième sommet africain sur le climat qui s'est tenu en Éthiopie. Le premier sommet s'était tenu à Nairobi, au Kenya. Et vous, je le disais également, en tant que commissaire paix et sécurité, aujourd'hui, à quoi consiste votre mission en tant que jeune commissaire paix et sécurité? Donc, ma mission, c'est de faire de la plaidoyer et inciter l'ensemble des jeunes du continent de faire de la tolérance et essayer de travailler dans différents pays, parce que ce n'est pas uniquement au Sénégal, parce que dans chaque pays a ses réalités. Au niveau de chaque pays, on essaie de travailler avec des jeunes qui sont là, qui sont engagés sur des questions de paix et de sécurité. Tout ça, il y a des... en se basant sur les agendas 2030, 2060 de l'ONU et de l'Union africaine, 2063 pour permettre à l'ensemble des jeunes, parce qu'on voit actuellement dans nos continents, surtout parlant du Sahel, qu'est-ce qui se passe actuellement. Donc on essaie de travailler, il y a des organisations de jeunes qui œuvrent uniquement sur le fait que la paix revienne dans leur localité. Nous, peut-être au Sénégal, on est là pour prémiser la paix qu'on a au Sénégal, que toutes les autres, préserver notre stabilité, que l'ensemble du continent de l'Afrique de l'Ouest aimerait avoir. Parce que quand je pars dans d'autres localités du continent, eux, ils ont une fierté que le Sénégal a cette stabilité. Donc, avant de répondre, je dis que cette stabilité, c'est le part de tout un chacun de nous. Développer la tolérance pour qu'on puisse, et le respect des droits et des lois pour garantir la stabilité du Sénégal. Préserver ces acquis démocratiques et surtout cette stabilité-là. Et Ibrahima Kamara, selon vous, comment les jeunes contribuent-ils aussi à la promotion de cette bonne gouvernance en Afrique? Alors, hier, on a passé toute la journée à parler de ça, Daouda, à l'occasion de la journée internationale de la langue soninké que nous avons tenue à Dakar, puisque les soninké sont un peu partout dans la sous-région. On a parlé de religion, de paix, de sécurité et de stabilité. Madame Ndiaye a parfaitement raison. Nous avons compris que les jeunes sont indispensables à la préservation de cette paix. On a visualisé des images hier, moi personnellement, où j'ai fait le constat que la plupart de ces jeunes dont j'ai eu du mal à qualifier de terroristes, que 99% de ces, entre guillemets, combattants qu'on appelle terroristes sont des jeunes. Des jeunes de rien du tout, qui malheureusement n'ont pas eu d'autres issues, à mon humble avis.
je me dis, ils n'ont pas eu d'autres alternatives, ils n'ont pas eu d'autres offres au niveau de leur territoire respectif et malheureusement, ils ont basculé dans cette mauvaise voie. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de remettre les questions sur la table et de nous poser tous la même question. Qu'est-ce qui nous a poussé vers ces dérives? Pourquoi on en est arrivé là? C'est ce qui est important. Et quand, comme on dit, la nature a horreur du vide, ces jeunes sont toujours là, ils sont présents. Ils se font entendre, Daouda, avec la magie des nouvelles technologies. On les voit dans tous les coins du monde, même au fin fond du Sahel, là où on avait même du mal à avoir une image. À part les grandes chaînes de télé qui ont la chance d'y aller, aujourd'hui, on arrive à voir ces images H24 sur les réseaux sociaux à travers nos téléphones portables. Maintenant, pour revenir à votre question, ces jeunes-là tapent aux portes. Ces jeunes-là se font entendre. Ces jeunes-là parlent. Malheureusement, ils ne sont pas écoutés. Et c'est là où le bas blesse. Tant que nos dirigeants n'auront pas le flair, n'auront pas la sagesse d'avoir une oreille attentive à travers les revendications de ces jeunes, à travers les attentes de ces jeunes, on aura toujours des surprises qui nous viendront d'ailleurs. Et donc, il est important aujourd'hui que nos dirigeants comprennent cela et sachent avoir, comme je le disais tantôt, une approche inclusive à travers les jeunes, mais aussi à travers les femmes, Daouda. Tout à fait. Dès qu'on parle des jeunes à côté, il y a forcément les femmes. Tout à fait. Donc, le problème reste entier et global. Et j'aimerais qu'on reste sur ce point que vous êtes en train de développer. Par rapport à cette revendication, quelle place aujourd'hui doit occuper la formation et le renforcement des capacités de ces jeunes-là pour une meilleure prise en compte, en tout cas, de leurs préoccupations par les gouvernants? Vous avez touché le nœud du problème, le renforcement des capacités et la formation. Puisque un jeune qui est bien formé, qui sait que son avenir c'est à l'université, qui a le choix de la formation qu'il souhaite accomplir, ne va pas prendre les armes pour aller au front. Donc, on sait tous que, comme on dit en Wolof, Bakan Diam le bug. Donc, cette formation et ces renforcements de capacités, les jeunes en ont encore besoin. Et j'ai côtoyé des organisations, des ONG, comme l'ONG COMEX de Malé Soukouna, que je salue au passage, qui est originaire de la région de Kaye, qui fait un travail extraordinaire par rapport au renforcement des capacités des jeunes. Et voici des structures de ces jeunes, comme Malé Soukouna, comme tant d'autres jeunes, à la Indeso, Madame Sissé, qui sont avec lui, qui travaillent d'arrache-pied pour former ces jeunes et leur montrer des voies du salut, leur permettre un épanouissement, un meilleur épanouissement. L'ONG Freedom Africa qui se trouve aussi aux États-Unis avec Domone Camara, qui fait aussi un travail extraordinaire dans le domaine agricole à Seil Babi. Mais voici des structures qu'on doit appuyer et qui vont permettre aux jeunes d'avoir une occupation et, au lieu de verser dans la délinquance ou dans une mauvaise voie. Et ce renforcement des acquis et des capacités ne viendra pas forcément au niveau gouvernemental au plus haut, mais il y a des structures qui sont là. Vous savez, nos États, ils doivent comprendre que les politiques publiques, ce qu'on leur demande, ce n'est pas d'offrir de l'emploi aux jeunes. Un État ne donne pas de l'emploi. Mais surtout de créer les conditions. Justement, ils doivent créer les conditions, accompagner les organisations qui sont douées à ces missions-là et qui sont là pour juste permettre à ces jeunes d'avoir une issue heureuse. Et donc, tant que nos politiques publiques ne le comprennent pas comme ça, il y aura toujours des soucis. Moi, je me dis que pour un pays africain qui est pauvre, nous sommes parmi les pays les plus pauvres au monde. Au lieu de financer des milliards pour acheter des armes, mais permettrons à ces structures de mettre en place des centres de formation pour permettre à ces jeunes d'acquérir du savoir. Le savoir est la meilleure arme, à mon avis, de nos jours et permettre à ces jeunes-là de pouvoir s'affirmer. Surtout que de plus en plus, ces missions-là sont menées par des partenaires techniques au développement ou des acteurs de la société civile, comme les organisations aujourd'hui de Madame Ndaye Khady Ndiaye. Et selon vous d'ailleurs, comment mieux outiller ces jeunes Africains-là à travers des programmes d'éducation et de formation à la citoyenneté, au leadership ou bien même à la promotion de la paix, puisque vous travaillez beaucoup sur ces questions? Ok. Merci, M. Camara. Le renforcement des capacités et la formation est extrêmement important. Mais c'est mieux aussi, après avoir renforcé les capacités, de mettre les mécanismes qu'il faut pour que cette jeune puisse utiliser de manière efficace la formation qu'elle a reçue. C'est important. Dans le domaine de la paix et de la sécurité, donc il y a des programmes qui existent, mais aussi parfois il y a des programmes qui ne sont pas bien connus ou qui n'intéressent pas trop certains jeunes. Parce que nous, au Sénégal, on peut dire qu'on a la stabilité, mais dans d'autres pays, leur priorité, c'est
La paix et la stabilité. La paix et la sécurité. Ou au niveau du côté des Maghrébins, eux, quand on parle de sécurité, c'est la sécurité au niveau des frontières. Donc, les priorités des pays déjà stables. Donc, les pays se diffèrent à travers leurs priorités. Peut-être dans le Sahel et autres. Et même au niveau de notre pays, c'est important le renforcement de capacités. Mais aussi, c'est important de renseigner aux jeunes l'importance de l'engagement citoyen. C'est extrêmement important parce qu'il y a certaines personnes, au-delà de ne pas avoir les conditions requises qui fait qu'ils peuvent aller vers des camps qu'ils ne désiraient pas, parce qu'en réalité, ils n'ont pas d'éducation à la citoyenneté. C'est important parce que c'est ça qui forme la personne. C'est ça qui donne l'amour du patrie à la personne. C'est ça qui fait que la personne même devienne une personne de veille pour la sécurité de son pays ou de sa localité. D'où l'importance également du renforcement des capacités de ces jeunes, surtout sur ces questions de citoyenneté, de leadership et même de promotion de la paix. Ainsi, ces jeunes deviendront des acteurs de développement. Les jeunes comme acteurs clés de développement, ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief. Ibrahima Kamara, quelle lecture est-ce que vous faites de la situation, autant pour moi, socio-économique des jeunes africains et leurs préoccupations sont-elles suffisamment prises en compte selon vous? Malheureusement, Daouda, les signaux sont toujours au rouge et très très préoccupants encore. Nous avons vécu et nous continuons encore de vivre des départs massifs de ces jeunes, des braves valides, vers l'Occident en empruntant la Méditerranée, et on continue encore de compter par centaines, par milliers ces jeunes qui malheureusement décèdent en mer, en haute mer, pour tout simplement rejoindre l'Eldorado qui n'existe malheureusement plus. Et donc ceci montre de manière flagrante que les signaux sont encore rouges et très très rouges. D'autres jeunes qui continuent ou qui essayent de se débrouiller au sein de leur pays respectifs, surtout en Afrique de l'Ouest où nous on vit, qu'on voit, ne sont malheureusement pas soutenus de la manière dont il faut pour qu'ils puissent eux aussi voir la bonne voie qui leur permette d'avoir espoir en eux, d'avoir espoir dans leur pays respectif où ils vivent. Cette situation économique qui continue d'être catastrophique, d'être lamentable, des jeunes malheureusement qu'on voit qui sont déprimés parce que tout simplement ils ont soif de réussite, ils ont envie de devenir quelqu'un. Cette jeunesse-là, il est facile de l'aider, Daouda. Si on avait une jeunesse qui ne voulait rien de son avenir, qui ne se soucie que de ses trois normaux, donc là, ça aurait été pire. On pourrait peut-être dire que c'est inquiétant, c'est alarmant. Et comment redonner espoir à cette jeunesse-là dont vous parlez? Mais les politiques publiques doivent comprendre, que je le disais tantôt, qu'il faut vraiment soutenir les infrastructures ou alors les organisations qui sont là pour créer les emplois. Il faut adapter les opportunités du marché de l'emploi à nos études, Daouda. Un jeune qui passe tout son temps à l'université jusqu'au master, qui a ses diplômes, qui revient alors qui chôme, alors que notre société africaine, les jeunes voulaient poser la question, même ceux qui sont dans le sport, ils vous disent, moi je veux réussir pour aider ma mère, je veux réussir pour aider mes parents. On comprend que notre société africaine est conçue de telle sorte que la réussite est d'abord collective avant d'être individuelle. Et donc cette réussite collective doit répondre à des politiques qui doivent tout faire pour que les opportunités du marché de l'emploi soient adaptées aux formations qu'on offre à ces jeunes-là. Mais si on propose des formations qui ne sont pas adaptées aux opportunités du marché de l'emploi, ça pose toujours problème. Nous avons encore des pays qui sont jeunes. 65 ans, ce n'est rien dans la vie d'une nation. Certes, c'est suffisant pour poser les jalons d'un développement. Mais si on copie aujourd'hui un modèle occidental pour venir le transposer chez nous en Afrique, alors que nous n'avons pas encore ces acquis, les mêmes acquis que ces pays-là, qui sont à des siècles de lumière devant nous sur tous les plans, mais il y aura une fausse note qui ne permettra pas à ces jeunes d'avoir espoir
de comprendre qu'il y a un brin d'espoir sur lequel on peut compter. Allez à Keur Massar, à 4 h du matin. Parfois, j'ai les larmes aux yeux quand je vois tous ces jeunes qui sont massés sur le long du bord de la route, du pont de Keur Massar jusqu'à la Sédima. Là, je me pose des questions, je me dis, waouh, qu'est-ce que l'État attend pour ces jeunes ouvriers? Dès que je gare ma voiture, ils courent vers moi. J'ai même peur parfois parce que je me suis dit, mais ils vont m'agresser. Mais non, ils cherchent un travail. Tantôt, c'est des ouvriers, c'est des maçons, c'est des plombiers, c'est des carreleurs, c'est des menuisiers. Ils vous disent, monsieur, vous avez besoin d'un menuisier, vous avez d'un maçon. Donc, cette jeunesse-là, il a juste besoin d'un brin d'espoir, d'une opportunité pour le saisir, pour devenir... Ça montre une certaine motivation et un dynamisme de ces jeunes pour réussir là, d'où la nécessité, comme vous l'avez dit, de corriger cette inadéquation qui existe entre les formations également et le marché de l'emploi. Et je rappelle que Keur Massar aussi, c'est un département qui se trouve à la périphérie aujourd'hui de la capitale sénégalaise de Dakar. Et Ndeye Khady, ce que demandent souvent ces jeunes-là en termes d'autonomisation, c'est surtout le renforcement de leurs compétences, l'accès à l'innovation technologique, l'inclusion financière et aussi qu'ils soient soutenus pour mener des projets d'entrepreneuriat. Comment aujourd'hui de tels projets et programmes donnent ainsi aux jeunes Africains les moyens d'agir pour un développement durable? Ok, merci. C'est important parce que la majorité des jeunes, je parlerai des jeunes du côté anglophone, dans le domaine de l'entrepreneuriat, sont plus évolués. Au niveau international, sont toujours en premier. L'entrepreneuriat dans les pays anglophones est beaucoup plus évolué qu'en milieu francophone. Ce qui fait ça, moi, l'analyse que j'ai, au niveau de l'Afrique de l'Ouest en général, ou le Sénégal que je maîtrise, c'est vrai, il y a des programmes pour accompagner les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat et autres. Mais en réalité, l'écosystème n'est pas organisé en tant que tel. Parce que tu ne peux pas dire carrément, il y a des multitudes d'organisations, de cabinets, de trucs qui travaillent sur l'entrepreneuriat. Récemment, il y a une dame qui avait reçu 3 demandes de pitch pour son projet. Elle m'appelle, elle me dit, parce que je suis dans un programme d'entrepreneuriat pour les femmes, qui me dit, Khady, est-ce que c'est possible? Moi, j'ai reçu 3 demandes. Est-ce que je dois aller pitcher? Parce que j'ai pitché une fois, je n'ai pas eu de réponse. Ou parfois, tu demandes 50 millions, on te donne 1 million. Donc c'est ça qui fait que parfois il y a même des entrepreneurs qui ont peur de ces structures-là, alors que ça ne devait pas se passer comme ça. Et aussi il y a des structures de l'État qui sont là pour accompagner les entrepreneurs. Est-ce que l'accompagnement qu'ils donnent réellement, c'est le besoin des entrepreneurs au niveau national ou au niveau continental? Donc c'est des points à revoir pour essayer d'adapter l'offre à la demande des entrepreneurs. C'est extrêmement important. Et au niveau de la technologie, il y en a des projets extrêmement importants et promoteurs pour différents domaines au niveau du pays ou au niveau du continent pour développer des solutions inclusives. Il y en a. Mais est-ce que ces projets-là arrivent à la table qu'il faut? Parce qu'il y a une manque de confiance qui commence à se développer. Comment veut aujourd'hui à ce que ces projets arrivent à la table des décideurs et surtout rétablir, comme vous l'avez dit, ce besoin réel des entrepreneurs? Il y a un exemple que vous avez donné tout à l'heure, un projet d'entrepreneuriat qui a besoin de 50 millions, on lui donne 1 million, cela ne fera pas forcément marcher le projet. Donc comment aujourd'hui veiller à corriger cela selon vous, puisque vous êtes aussi dans l'écosystème? Donc il faut encore davantage réglementer l'écosystème, c'est important. Essayer de développer davantage des plateformes ou des endroits de renforcement de capacité ou d'information aux entrepreneurs pour mieux outiller ces jeunes entrepreneurs qui ont parfois des projets pertinents mais qui n'arrivent pas au niveau des tables qu'il faut. L'écosystème, il faut réglementer. C'est vrai, l'État est en train de faire beaucoup de choses, est en train de faire beaucoup de choses, mais il faut encore réglementer cette
cet écosystème aussi. Et parfois, il y a des entrepreneurs qui disent ça, c'est pas mes propos, c'est des propos des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui me disent, mais moi, je vois que tout le temps, au niveau des pitchs là, il n'y a qu'une seule personne qui gagne le pitch dans tous les programmes. Moi, je fais des programmes, plusieurs organisations font des programmes, mais c'est la même personne qui gagne. Parfois aussi, il y a les bailleurs qui sécurisent leur argent, qui disent, attends, moi je préfère donner la personne là, elle a bien vrai qu'elle a eu à gagner tel projet avec tel partenaire ou tel, elle a de l'expérience dans tel domaine. Mais est-ce que cela ne se justifie pas également du fait que cette personne-là et son projet ont également fait leurs preuves par rapport à des pitchs qu'ils ont remportés et des projets qu'ils ont déroulés? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est ça qui fait que eux, ils ne donnent pas la chance aux autres. C'est vrai, ces personnes-là ont donné de la valeur, de l'expérience, où le projet marche plus que l'autre parce que c'est des idées que les entrepreneurs disent. Peut-être ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai, mais eux, c'est ça leur constat. Mais aussi, il faut donner la chance aux autres. C'est important. C'est ça l'inclusion. Tout à fait. Si on met des systèmes, on ne peut pas inclure tout le monde. Et de laisser aussi une partie pour ceux qui n'ont pas eu à faire des études. C'est extrêmement important parce que notre niveau d'éducation n'est pas Est-ce qu'aujourd'hui le mentorat peut constituer une solution également? Je pense que vous êtes également un mentor. Est-ce que le mentorat, vous avez donné tout à l'heure l'exemple du fait qu'il n'y a que certains entrepreneurs qui sont souvent les mêmes à remporter les projets et autres pitchs également. Est-ce que le système de mentorat permet à ceux-là qui ont déjà de l'expérience d'encadrer et d'accompagner d'autres plus jeunes et de leur donner leur chance ne pourrait pas constituer une solution grâce au mentorat? Donc moi, je pense que le mentorat est top. Parce que c'est important que quand une jeune démarre, d'être mentorée par quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine. Donc je pense que le système de mentorat dans différents... On pourrait même développer au niveau des ministères ou au niveau des organisations. Il y a des bailleurs qui font ça. J'ai oublié le nom. Il y a des bailleurs qui font le mentorat qui permettent des jeunes qui viennent de terminer même leurs études et qui inspirent à être journalistes. Et cette journaliste est mentorée par Daouda qui a eu de l'expérience dans l'écosystème journaliste au Sénégal. Donc cette jeune-là sera différente du jeune qui sort et qui vient directement dans une presse ou autre. Le mentorat est très efficace parce que ça permet de développer des compétences à cet entrepreneur et de développer aussi une personnalité ou des éthiques. Et ça, c'est important pour le développement d'un écosystème tel que soit l'écosystème. Tout à fait. D'où l'intérêt de mieux accompagner ces jeunes entrepreneurs africains, qu'ils soient surtout des entrepreneurs femmes comme des jeunes filles également, les accompagner davantage dans leurs projets d'entrepreneuriat. Et Ibrahima, l'Afrique a la population la plus jeune, nous le disions depuis tout à l'heure au monde, avec plus de 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans, ce qui exige également un accroissement des investissements afin d'améliorer l'indice de développement de nos pays africains. Selon vous, les politiques publiques mises en place prennent-ils suffisamment en compte ces aspirations-là de ces jeunes? Alors, à mon humble avis, nos politiques publiques ne prennent pas du tout en compte ces paramètres-là, sans quoi ils auront du mal. Mais quand même, beaucoup de politiques en place également sont consacrées à ces jeunes et à ces femmes-là. Il y a l'exemple, tout à l'heure d'ailleurs, il y a Mme Diaye qui est revenue là-dessus. Au Sénégal, il y a l'exemple de la DER/FJ, il y a l'exemple d'autres également projets, à l'ANPEJ et autres, qui accompagnent aujourd'hui les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat et même de l'innovation. Oui, bien sûr, Daouda, il y a de l'innovation, mais comme je le disais tantôt, il y a encore beaucoup d'efforts qui restent à faire. Par rapport aux attentes, par rapport aux résultats escomptés, il y a beaucoup d'efforts qui restent encore à faire pour absorber tous ces jeunes qui aspirent à un brin d'espoir, comme je le disais tantôt. Si on continue encore, Daouda, de voir des jeunes qui encore prennent les pirogues par centaines, par milliers, il y a un problème. Si on continue encore de voir, comme vous le disiez tantôt, que... Mais est-ce qu'il n'y a pas ce mirage également par rapport à l'Europe? Est-ce qu'il n'y a pas ce mirage, le fait de toujours penser que l'Europe c'est la réussite, l'Europe c'est l'Eldorado? Il n'y a pas que Daouda, il n'y a pas que le mirage. Il y a l'espoir, Daouda. Aucun être humain ne va se sacrifier sa vie pour tout simplement du mirage.
Ils ne peuvent pas tous être obnubilés par le mirage de l'Europe. Ces milliers de jeunes, ce n'est pas possible. Vous me direz qu'il y en a certains, d'accord, mais tous comme ça, non. Et à l'ère du numérique, à l'ère des nouvelles technologies, on sait ce qui se passe à la minute près de l'autre côté du continent. Le monde est interconnecté aujourd'hui. Et donc, il y a quelque chose que ces jeunes-là cherchent. Il y a un avenir dont ils espèrent. Et disons-le, c'est écœurant de voir un jeune valide qui jouit de toutes ses facultés, qui continue encore d'être pris en charge par sa pauvre mère. Ça n'honore pas un jeune. Et donc, il y a cet aspect-là aussi qu'on doit revoir en profondeur. Et aujourd'hui, comme vous le disiez tantôt, moi, à mon humble avis, je n'ai pas les statistiques en main, mais parfois, on n'a pas besoin d'ailleurs pour voir la réalité en face. On vit au sein des sociétés africaines ou alors ouest-africaines, on voit ce qui se passe. Et donc, il y a un contraste flagrant qu'on voit de part et d'autre dans nos pays respectifs entre une population extrêmement pauvre et une autre élite à côté qui vit le luxe, et ceci n'honore pas nos pays. Il faut une justice sociale dans nos pays. Il faut des quartiers prioritaires, la grande banlieue dakaroise par exemple, où vivent une forte concentration de nos populations, où on voit beaucoup de jeunes qui veulent devenir quelque chose. Et tant qu'on n'a pas ces politiques publiques, et rétablir aujourd'hui la justice sociale à travers ces politiques publiques pour mieux redonner espoir et même confiance à ces jeunes. J'aimerais qu'on aborde un autre point, puisqu'il y a Ndeye Khady qui disait tout à l'heure également qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas fait l'enseignement qu'on peut appeler l'enseignement aujourd'hui conventionnel connu, qui est le cycle général d'enseignement. Mais aujourd'hui, par rapport à ces types de jeunes-là, surtout pour ce qui est de la question de l'autonomisation, quelle place aujourd'hui peuvent occuper également l'enseignement technique et professionnel, puisque vous parliez tout à l'heure de l'inadéquation souvent entre formation et emploi. Donc, quelle pourrait être la contribution de l'enseignement technique et professionnel qui peut permettre à ces jeunes de se spécialiser très tôt dans un domaine bien défini? Alors, en 2019, j'avais couvert les élections présidentielles en Mauritanie, lors duquel Ghazouani a été élu. Je me souviens que le thème de sa campagne, c'était que l'enseignement est la meilleure ascension sociale. Ça m'est resté à l'esprit. Alors, avec le recul, je me suis rendu compte que il n'est pas tout à fait faux, mais il n'est pas tout à fait vrai aussi. L'enseignement est important, mais sachant que Daouda, on peut être lettré sans pour autant être un francisant, sans pour autant savoir lire et écrire en français. Prenez l'exemple des self-made men qui ont réussi au Sénégal. Je vous donne l'exemple de Serigne Mboup, ou alors le monsieur de Sénico, le Diala, Abdoulaye Dia, et tant d'autres qui sont passés par le Dara de Koki, qui n'ont jamais fait les hautes écoles de commerce. Ce sont des capitaines d'industrie issus de l'enseignement coranique. Complètement. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui du tissu économique industriel au Sénégal sans pour autant citer ces Ndongo Dara qui marchaient à pieds nus, qui ont fait les Dara de Koki, de Pire ou autres? Mais il y a une donne également, Ibrahima, qu'il faudrait bien prendre en compte. Ce ne sont pas des gens qui se sont fait juste comme ça ex nihilo. Ce sont des gens également qui ont été éduqués dans un environnement entrepreneurial avec un écosystème. L'exemple de Serigne Mboup, par exemple, son père également, Bara Mboup, était déjà dans l'entrepreneuriat, dans le commerce. Donc également, ils ont grandi dans des milieux où l'entrepreneuriat était là également. Mais un commerce local, endogène. Bara Mboup n'avait pas développé CCBM comme ça. Tout à fait, mais l'écosystème était déjà là, il a ajouté l'innovation. Donc, elle parlait tout à l'heure de l'informel. Mais Serigne Mboup a ajouté une touche de formel. Il l'a formalisé. Il a su comprendre que le Baol qui est à Sandaga ou à Tilène, avec son petit commerce, doit comprendre que l'heure n'est plus à une époque où on gardait l'argent dans des coffres au fond du tiroir. Non, mais il a su comprendre, il a su s'adapter à l'évolution du monde. Et on a besoin de plusieurs exemples de ce type dans tous les domaines pour que l'Afrique puisse avoir des débouchés honorables. On est en hivernage. Allez dans le Saloum. Je connais des jeunes qui sont à l'université, qui aujourd'hui sont dans l'agriculture. Ils font tout pour être dans une activité économique qui va leur permettre quand même de trouver leur salut et leur gagne-pain dans ces activités-là. Et malheureusement, les politiques publiques suivent très timidement, Daouda, ces activités-là. Il faut qu'on redescende à la base.
Le développement, il doit être inclusif, certes, mais pour bâtir le développement, il faut commencer par la base. Le principal souci de nos autorités, de nos États aujourd'hui, c'est qu'ils commencent toujours, tout est centralisé au plus haut niveau. Et d'ailleurs, par rapport à l'exemple que vous aviez donné tout à l'heure, l'exemple des Dara, ces écoles coraniques sénégalaises, il y a un programme du ministère sénégalais de la formation professionnelle et technique qui est actuellement mis en œuvre par les nouvelles autorités. Et même le ministère a un programme pour accompagner aujourd'hui les Dara, ces écoles coraniques-là, dans un programme d'art formation où à partir d'un certain âge, très jeune, les jeunes sont accompagnés dans la formation pour allier l'enseignement coranique et également un métier dans un domaine bien défini. Khady, depuis tout à l'heure, on parle de l'enseignement professionnel et technique aujourd'hui et de la nécessité en tout cas de veiller à cette adéquation entre formation et emploi. Selon vous aujourd'hui, quelle pourrait être la contribution de l'enseignement professionnel et technique pour une meilleure autonomisation des jeunes? C'est important le renforcement de capacité ou la formation professionnelle pour faire inclure l'ensemble des jeunes ou des femmes qui sont dans différents domaines. Parce que ça va permettre à la personne qui a fait des études à un niveau et à la fin, elle ou il ne pouvait pas continuer parce que peut-être il n'avait pas les moyens ou peut-être il était malade et il a dépassé l'âge, ainsi de suite, de pouvoir choisir une formation qui le plaît et où il pourra développer son énergie et travailler. Donc la formation professionnelle est là-bas pour renforcer ses capacités à cette personne et de lui permettre d'avoir la chance de développer ce qu'il veut comme les autres qui ont fait des longues études, qui ont choisi de faire des longues études. Lui, il peut faire une formation professionnelle et faire son business et développer ce qu'il veut développer en étant femme ou jeune homme. Au-delà de ça, il y a des personnes qui ont fait des formations. Une fois, on a eu la rencontre avec le cabinet du ministre qui nous a informé qu'il y a en cours une certification qui va permettre des personnes qui ont fait des formations en mécanique au niveau des quartiers ou carreaux dans certaines durées d'années et qui ont une expertise avérée d'avoir une certification qui reconnaît aujourd'hui leur qualification qui va permettre de faire croire à ces jeunes-là qui sont au niveau des garages ou qui suivent les maçons ou autres, d'avoir la confiance de ce qu'ils font. C'est important. Quand la personne fait quelque chose et dit « Ah, moi je fais ça, mais dans 5 ans, est-ce que je pourrais continuer de ça ?» Ça dit « Est-ce que ça vaut le coup de faire l'engagement qu'il faut ?» La nécessité aussi de redonner confiance à ces jeunes. Tout à fait. Et j'aimerais vous interpeller sur un autre aspect, surtout votre casquette aujourd'hui de commissaire paix et sécurité de la Young African Commission au niveau d'ailleurs de l'Union africaine. Il y a la décision, l'Union africaine a pris la décision d'institutionnaliser désormais le bureau de l'envoyé de la jeunesse, de l'envoyé spécial de la jeunesse au sein de l'Union africaine occupé par Chido Mpenda, ce qui symbolise en tout cas un engagement significatif en faveur de l'intégration des points de vue des jeunes au plus haut niveau et dans l'élaboration des politiques. Que vous inspire une telle initiative de l'UA d'avoir désigné aujourd'hui un envoyé spécial de la jeunesse auprès du président de l'Union africaine? Merci beaucoup, mais pour éclaircir un petit peu, je suis commissaire paix et sécurité de African Youth Commission, qui est la Commission africaine de la jeunesse, qui est différente de l'Union africaine. Je n'en disconviens pas, c'est moi qui vous interpelle par rapport à cette décision de l'Union africaine d'avoir désigné un envoyé spécial de la jeunesse auprès du président de l'UA. Donc c'est important parce que quand la jeune est aux côtés de cet élu de l'Union africaine, ça va permettre à cette jeune-là d'avoir les informations réelles. Et quand cette jeune a ces informations réelles, ces informations vont descendre dans les différentes structures de jeunesse au niveau continental. Et ça va permettre d'avoir une parallèle de l'information à temps réel et ça favorise aussi la mise en place, l'application de l'évolution des agendas ou de l'évolution des rapports que l'Union africaine est en train de faire sur la gouvernance, sur l'autonomisation des femmes ou l'autonomisation des jeunes. Donc moi, je trouve cette initiative
très intéressant en tant que jeune. D'ailleurs, sur ce point, même l'envoyé spécial jeunesse de l'UA conseille aussi le président de l'Union africaine sur les questions de jeunesse et même sur les questions relatives aux femmes aussi. C'est important de parler au nom. C'est important qu'un jeune parle au nom des jeunes. Moi, en tant que jeune de 25 ans, quand je parle, je mets une projection dans l'avenir. Et je laisse un œil aussi des jeunes qui sont derrière moi, qui vont revenir dans le même âge que j'ai. C'est important que ces jeunes-là puissent parler avec le fougue de la jeunesse, avec ses idées naturelles en tant que jeune au lieu de l'Union. Ce qui va permettre aujourd'hui de mieux porter le plaidoyer et les revendications des jeunes auprès des instances les plus hautes aujourd'hui de cette institution qu'est l'Union africaine. Et Ibrahima, selon vous, comment cette autonomisation des jeunes peut aussi contribuer à faire de ces jeunes africains des acteurs clés de développement et du changement? Mais c'est une aubaine, Daouda. C'est une aubaine de voir que les jeunes sont désormais très bien représentés au sein de l'institution continentale qui est l'ONU. Donc, quand j'ai appris... l'Union africaine. Voilà, l'Union africaine. Madame Penda, je pense que j'ai bien prononcé, qui aujourd'hui est très jeune. Et elle pourra bien porter la voix des jeunes. Comment pouvons-nous désigner un membre qui n'est pas présent au sein de cet écosystème, pour reprendre Madame Diaye tout à l'heure, pour vraiment représenter ou alors refléter les aspirations des membres de cet écosystème. Ce n'est pas possible. Donc elle a la mentalité de la jeunesse africaine. Elle pourra porter la voix de ces jeunes et faire comprendre aux décideurs continentaux ce dont cette jeunesse a besoin. Et c'est une fierté. Nous en sommes très fiers et contents. Et on comprend que le message est en train de passer, même si c'est timide. Ce n'est pas suffisant, certes, mais c'est un grand pas quand même qui permettra aux jeunes du continent d'avoir un répondant au niveau continental. Et comment l'autonomisation dont on parle depuis tout à l'heure également permet à ces jeunes aujourd'hui de devenir des acteurs clés du changement également pour aller aujourd'hui vers cette Afrique que veulent les jeunes et pour les jeunes? Alors, par rapport à l'autonomisation, Daouda, vous savez que dans la réalité culturelle africaine, à l'âge de 15 ans, vous êtes adulte. Hein? À l'âge de 15 ans, vous devrez pouvoir vous prendre en charge depuis la nuit des temps. Ça, c'est culturel, que ce soit un homme ou une femme. Dès que vous avez 15 ans, vous êtes adulte, vous devrez être conscient des enjeux de la cité, des enjeux du pays, des enjeux du continent, surtout à l'heure des grandes mutations, comme on le disait tantôt, sur tous les plans. Donc, tantôt, vous voyez des jeunes, on le disait tantôt, qui peut-être n'ont pas eu la chance de faire des études, mais s'ils vous décortiquent la situation politique nationale, vous restez bouche bée. Au fin fond du Bawol ou du Saloum ou du Sine, un peu partout. Vous comprenez qu'ils sont connectés, ils savent ce qui se passe dans le monde. Et donc, ce sont des acquis que les jeunes ont désormais et ils sont capables de relever les défis. Moi, j'en ai conscience. Ayant un peu la chance de côtoyer beaucoup de jeunes issus d'autres pays du continent, que ce soit en Europe ou ici, on sent que cette jeunesse a soif, il en a besoin. Vous demandez, je le disais à Mme Dia, vous demandez aux jeunes issus par exemple de l'immigration ou qui sont en Occident, qui sont là-bas juste pour l'immigration, leur plus grand rêve, c'est de retourner en Afrique. Tous les jeunes qui sont en Europe ou aux États-Unis, qui ont émigré, leur plus grand défi aujourd'hui, c'est de retourner en Afrique, c'est d'aller investir chez eux et d'y travailler parce qu'ils se sentent mieux, ils se sentent beaucoup plus à l'aise chez eux. Et donc, ceci étant, il y a des acquis qui sont là. Il y a des préalables et des prérequis que les jeunes Africains ont soif de développer et il suffit juste que l'État leur tende la perche pour qu'ils puissent y accéder. Je ne dis pas que l'État ne fait pas d'efforts. Et l'intérêt pour nos gouvernants aujourd'hui de préserver ces acquis dont vous parlez et de davantage tendre la perche à ces jeunes-là pour leur permettre que ce soit des jeunes de la diaspora comme des jeunes à l'intérieur du pays, de pouvoir devenir ces acteurs du changement-là afin de contribuer au développement de leur pays. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Ibrahima Kamara. Vous êtes journaliste, analyste politique, également spécialisé en relations internationales. Toujours un plaisir, Ibrahima, également de partager ce plateau avec vous. Tout le plaisir est pour moi, Daouda. Merci encore une fois de m'avoir donné l'opportunité et l'occasion d'échanger sur une question aussi importante. Merci également à votre co-débattrice, Mme Ndeye
Khady Ndiaye, vous êtes consultante en développement, également commissaire paix et sécurité au sein de la Young African Commission, la Commission africaine de la jeunesse. Ça a été votre première participation au débrief et cela a été également un immense plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci d'avoir bien voulu répondre présent également. Merci beaucoup Daoud pour cette opportunité de parler au nom de l'ensemble des jeunes africains et sénégalais. Donc en tant que commissaire paix et sécurité, permettez-moi de conclure pour dire donc la paix dans l'Afrique, c'est le développement du continent. Donc que nous tous en tant que jeunes ou en étant pas jeunes, de mettre en tête. Sans la paix, on ne peut pas se développer. Sans la paix, rien n'est possible. C'est avec cette belle assertion que nous allons en tout cas clôturer cette émission. La paix de l'Afrique, c'est aussi le développement du continent. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.